Eh bien, Paul Tudor Jones est, dans l'actualité, faisant de gros titres avec quelques prévisions, dont l'une dit que tous les chemins mènent à l'inflation des prix à la consommation, possiblement ce que nous avons vu dans les années 1970 ou même pire. Et puis, il parle aussi des États-Unis entrant dans une crise de la dette massive en raison des déficits, en raison de pratiquement tout ce que vous entendez dans les nouvelles sur le fait que c'est complètement insoutenable et que les États-Unis ne seront pas en mesure de financer la dette. Passons directement à cet article et voyons exactement ce qu'il dit. Je pourrais jouer un extrait d'une vidéo et je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas seulement tort, mais pourquoi il a dangereusement tort. Je ne suis pas en position de dire que Paul Tudor Jones a tort. Mais dans ce cas, il a tort, à mon avis. Passons à CNBC, où Paul Tudor Jones dit qu'un retour de marché sur les dépenses arrive après les élections. Nous sommes en train de faire faillite. Les points clés de la discussion sont: sommes-nous en train de faire faillite? Les déficits vont-ils exploser? La dette des États-Unis va-t-elle augmenter encore et encore à des niveaux que nous ne pouvons même pas imaginer? Absolument, 100%, c'est vraiment le cas. Mais malheureusement, cela va se produire parce que nous n'avons pas de problème de dette. Si nous avions un problème de dette, cela limiterait les dépenses, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le véritable problème que j'ai avec Paul Tudor Jones ou Stan Druckenmiller ou n'importe lequel de ces gars qui affirment que nous avons une crise de la dette, c'est que cela détourne l'attention du véritable problème. Parce que si vous continuez à dire cela encore et encore, alors ce que les gens croient, c'est: oh mon Dieu, si nous pouvions juste ramener la dette par rapport au PIB à un niveau plus durable, alors nous serions sortis d'affaires. Alors tout est clair. En ce moment, le ratio de la dette au PIB, disons qu'il est de 120%. Donc, si nous pouvions simplement le ramener à 80%, eh bien, nous avons vraiment évité une balle là. Maintenant, nous sommes dans une position confortable. Nous sommes prêts à partir. Vous, voyez, cela manque le point. Le problème, c'est les dépenses gouvernementales. Et malheureusement, si nous devions ramener la dette par rapport au PIB à 80%, parce que tout le monde croit que nous avons une crise de la dette, cela permettrait au gouvernement de dépenser encore plus qu'il ne l'aurait fait autrement. Et les dépenses gouvernementales sont ce qui crée les distorsions économiques, ce qui conduit à une économie moins efficace, ce qui entraîne un niveau de vie inférieur pour le citoyen moyen et la citoyenne moyenne. Revenons à l'article. Il n'a pas d'investissement à revenu fixe. Il a beaucoup d'or et de Bitcoin. Et il a dit qu'il pourrait acheter le Nasdaq et une couverture inflation. S'il était jeune, il dit que nous aurons un moment de Minsky où, tout à coup, il y aura un point de reconnaissance que ce dont il parle d'être fiscalement impossible, financièrement impossible. Alors, voici où je commence à me gratter la tête. Paul Tudor Jones, c'est évidemment un gars intelligent, mais, encore une fois, c'est aussi le cas du marché obligataire. Alors, montrez-moi simplement la personne qui fait vraiment bouger les choses ou l'entité financière, disons en dehors des États-Unis et du marché de l'euro-dollar ou quelque chose comme ça. Montrez-moi l'entité qui influence vraiment le marché des trésors. J'aimerais interviewer les personnes qui travaillent dans cette entité et voir si elles savent que la dette des États-Unis va augmenter. Pensez-vous que cela les surprendrait? Pensez-vous que cela surprendrait ces individus que le déficit des États-Unis va continuer à s'aggraver en pourcentage du PIB? Je veux dire, réfléchissez à cela. Vous êtes assis avec une institution financière incroyablement sophistiquée en dehors des États-Unis.
et vous déjeunez avec ces gars ou ces filles et vous dites, vous savez quoi? Je pense que la dette des États-Unis va continuer à augmenter. Tu penses vraiment qu'ils vont dire quoi? Quoi? Tu rigoles? Vous parlez de Donald Trump ou de Kamala Harris, ils ne vont pas réaliser un excédent. Eh bien, nous devons alors réajuster tous nos modèles. Non, c'est juste de notoriété publique. Tout le monde le sait. Mais jouons un extrait ici. Et je vais vous donner mes commentaires sur pourquoi je pense que ce raisonnement est en réalité dangereux et je n'utilise pas ce mot à la légère. Entrons dans le vif du sujet. Josh, fais-moi savoir si tu peux entendre ça. Cela propose un petit menu ici. Oui, je ne sais pas si ce sont des options. Ce ne sont peut-être pas des options du tout. Il y a plein d'options. Il y a plein d'options. Mais il n'y a pas beaucoup de façons d'atteindre votre destination. Alors, Josh, peux-tu entendre ça? Oui, d'accord. Donc, en gros, Andrew Ross Sorkin interview Paul et il dit, nous avons cette crise de dette. Alors, comment résolvons-nous cette crise? Et donc, bien sûr, il parle d'augmenter les impôts. Nous devons augmenter les impôts. Et puis, à la fin, il donne un geste. Je suppose que nous pourrions aussi réduire les dépenses. Tout est une question de réduire le ratio dette au PIB, réduire le ratio de la dette au PIB, réduire le ratio de la dette au PIB. Et il n'y a absolument aucune discussion. Aucune. À propos des problèmes des dépenses publiques, c'est comme si les dépenses gouvernementales étaient fantastiques. Nous savons tous que les dépenses publiques sont merveilleuses. Et le problème, c'est que si nous arrivons à un point où la dette par rapport au PIB est suffisamment élevée, eh bien, le gouvernement ne peut plus dépenser. Et c'est le problème. Non, c'est la solution. Ce n'est pas le problème. Entrons dans le vif du sujet. Vif. À moins que vous ne commenciez à faire certaines de ces choses correctes. Donc, la question est, parmi ce qui est à l'écran, vous pouvez laisser expirer les réductions d'impôts. Puis-je juste dire cela? Vous laissez expirer réduction d'impôts. Vous devez laisser ces dépenses expirer. Cela représente 390 milliards. Encore, une fois, nous allons être fauchés. Très rapidement. À moins que nous ne prenions au sérieux le traitement de nos problèmes de dépenses. Tout d'abord, nous sommes déjà fauchés. Nous sommes fauchés depuis des décennies. Le véritable problème ici est de savoir s'il y a ou non une demande pour les bons du Trésor. C'est de cela dont nous parlons ici. Au bout du compte, vous pouvez rester là et parler de la façon dont les paiements d'intérêt sur la dette s'élèvent à X. Ils sont plus élevés que les recettes fiscales qui entrent. Et on peut dire que le paiement des intérêts sur la dette est supérieur au budget ou à la défense, à la sécurité sociale, peu importe ce que c'est. Mais ce que vous dites vraiment, c'est que nous allons avoir un problème pour émettre plus de dettes à l'avenir. C'est tout ce que vous dites, c'est tout ce qu'il dit, c'est tout ce que cet argument résume. Nous allons avoir un problème pour émettre de la dette à l'avenir, c'est pourquoi il dit que nous allons faire faillite. Et encore, une fois, ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas simplement de dire, eh bien, trouvons un moyen de continuer à dépenser de l'argent. Le problème est que nous dépensons de l'argent, nous signifions le gouvernement et nous créons ces distorsions économiques. Il suffit de demander au Japon, n'est-ce pas? Ils ont pu vendre leurs dettes pendant des décennies, décennies après décennies, après décennies, après décennies, après décennies. Cela n'a pas conduit à l'hyperinflation. Mais cela signifie-t-il qu'ils ont eu un repas gratuit? Absolument pas. Ces dépenses publiques ont détruit leur économie, où 80% des entreprises, je fais juste cela de manière hypothétique, mais un pourcentage élevé de leurs entreprises et de leurs banques sont des entreprises zombies. Ils ne devraient pas exister, ils pèsent sur le PIB, ils n'ajoutent rien. Et à moins que nous puissions, je ne sais pas si nous serons capables de réduire les dépenses autant. 60% de nos dépenses sont des paiements de transfert. Mais si vous pensez que nous allons faire faillite et que vous pensez que Trump va être le président, il ne laissera pas ces réductions d'impôts expirer s'il peut l'éviter.
Il ne veut pas que le taux d'imposition des sociétés passe à 25% comme vous le suggérez. Il propose qu'il devrait passer à 15%. Je dis cela juste pour nous amener au point où nous stabilisons le ratio de la dette par rapport au PIB, à son niveau actuel. Vous voyez, c'est le focus. Vous avez entendu dire. Arriver au point où nous pouvons stabiliser le ratio de la dette par rapport au PIB. Regarde dans ces, et c'est ce qui est dangereux, à ces yeux, c'est le seul problème. Le seul problème. Il s'agit simplement d'augmenter les impôts à un niveau où nous pouvons soutenir la dette par rapport au PIB ou même réduire la dette par rapport au PIB afin que le gouvernement puisse continuer à dépenser davantage sans avoir à s'inquiéter de savoir si quelqu'un achète notre dette. Voici ce que vous devez faire. Vous devez laisser expirer les réductions d'impôts de Trump. Cela représente 390 milliards. Vous devez augmenter l'impôt sur les salaires de 1% pour chaque personne qui travaille. C'est un autre gros coût. Que penses-tu que cela fait aux emplois? Nous allons clairement connaître une période de contraction, ce qui, espérons-le, c'est pourquoi je voulais dire, sera vraiment important pour la Fed de pouvoir compenser la contraction fiscale qui va arriver. Alors, réfléchissez à ce qu'il dit. Vous allez donc avoir cette massive contraction fiscale. Ce avec quoi je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Nous devons avoir une contraction fiscale en raison d'une réduction des dépenses publiques. Mais ce n'est pas pour sauver le marché des trésoreries, c'est pour sauver l'économie. Bon sang. Et le problème, encore une fois, avec cette vision du monde, c'est qu'elle se concentre sur la dette qui n'est pas le problème. Et beaucoup de gens se trompent quand je dis cela. Le problème, c'est les dépenses. Ils disent, eh bien Georges, eh bien les dépenses mènent à la dette. Donc la dette est le problème. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'avoir cette vision du monde, comme si la dette était le problème, alors la solution est de ramener le ratio de la dette au PIB à 80% ou 60% ou n'importe quel chiffre que vous sortez de votre chapeau et que vous pensez être sûr, ce n'est pas la solution. Cela aggrave le problème. Vous voyez, parce que si nous devions ramener la dette par rapport au PIB à ce niveau, alors les types comme Paul Tudor Jones diraient « Oh, nous y sommes parvenus. Problème résolu. Gouvernement, retournez, dépensez de l'argent comme une prostituée dans une église. Et ensuite, vous allez aggraver les distorsions économiques qui ont été créées par l'augmentation continue des dépenses publiques. » Vous voyez, cela déforme complètement le focus en déplaçant l'attention du problème vers, ironiquement, pas vraiment ce qui serait la solution, mais cela transfère l'accent du problème vers quelque chose qui, au final, n'est pas si important parce que, et j'y reviendrai dans une minute, parce que l'offre de bons du Trésor, malheureusement, et je déteste le dire, car j'aimerais que ce soit le contraire. Mais malheureusement, l'offre de bons du Trésor contrôle la demande pour les bons du Trésor. Encore une fois, nous allons aborder dans un instant. Ensuite, vous voulez augmenter le taux d'imposition individuelle jusqu'au taux maximum de près de 50%. Attendez, je ne veux pas faire tout ça. Ce que je vous dis, c'est que nous devons être sérieux sur notre situation fiscale. Et donc, je vous donne, il y a tout un ensemble d'options, d'accord? Encore une fois, nous devons être sérieux quant à notre situation fiscale à cause de la dette. Ignorer complètement les dépenses publiques. Nous devons convaincre nos concitoyens et leur ouvrir les yeux sur la réalité du problème que créent les dépenses publiques et comment cela détruit une économie. Cela ne soutient pas une économie. Et jusqu'à ce que les gens comprennent cela, nous allons continuer à suivre ce chemin où l'économie devient de pire en pire parce qu'il n'y a pas de crise de la dette et parce que les gens continuent d'acheter la dette.
Tu dis, Georges, eh bien, ils ne vont pas continuer à l'acheter pour toujours. Encore une fois, garde cette pensée un moment. Nous pourrions réduire de 25% la main-d'œuvre fédérale. Certaines personnes pourraient le faire. Il existe un site web où vous pouvez aller voir et jouer avec toutes les options. Vous pouvez augmenter le taux des plus-values de 21 à 28%. Cela ne vous rapporte que 10 milliards de dollars par an. En réalité, cela ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. Je montre donc simplement certaines des choses que vous pouvez faire. Oui, vous devrez augmenter le taux d'imposition des plus riches. Je pense que tout le monde gagnant plus de 200 000 dollars devra augmenter cela à 49,5%. C'est tellement ridicule. Une autre chose que cela suppose, c'est que les gens paient l'impôt. Paul, Andrew, c'est simple. Revenons simplement à travers l'histoire et voyons si les taux d'imposition ont réellement augmenté. Le montant des recettes fiscales que vous recevez. La réponse est non, cela ne fonctionne pas. Non. En ce moment, le taux d'imposition sur le revenu est presque sans importance par rapport au montant des recettes fiscales reçues en pourcentage du PIB. Cela tourne toujours autour de 18%. Regardez un graphique, ne vous fiez pas seulement à ma parole. Regardez un graphique des recettes fiscales en pourcentage du PIB et comparez cela pour voir s'il y a une corrélation que vous pouvez trouver avec le taux marginal le plus élevé, 0. Je vais vous dire où il y a une forte corrélation, et ce sont les prix des actifs. Ce sont les prix des actifs. Ce n'est pas nécessairement le taux d'imposition sur le revenu. Donc, ce que cela suppose, c'est que tout ce que fait Paul Tudor Jones en ce moment, en ce qui concerne ces hypothèses, ignore complètement l'histoire. Et tu dois en arriver à la conclusion qu'il a soit un motif caché, soit qu'il est stupide. Le gars n'est pas stupide. Je peux t'en assurer. Donc, à mon avis, il doit y avoir un motif caché là-dedans, parce qu'il sait très bien qu'augmenter le taux d'imposition à 49% pour l'amour du ciel sur les individus, le taux d'imposition sur le revenu des particuliers, cela ne va pas générer plus de recettes fiscales. Ou il est très peu probable que cela génère plus de recettes fiscales. Si l'histoire nous enseigne quelque chose sur la façon dont les Américains perdent des impôts, donc vous savez, Paul Tudor Jones a vu exactement les mêmes graphiques que moi, je peux vous l'assurer. Donc le fait qu'ils viennent ici et disent que nous devons augmenter cet impôt, et cet impôt, et cet impôt, et cet impôt, et cet impôt, juste pour ramener la dette au PIB à un niveau durable, tu es là, tu dois te gratter la tête et te poser des questions plus profondes sur ce qui se passe vraiment en coulisses ici. Toutes ces choses augmentent l'âge de la sécurité sociale de 65 à 70 ans. Si vous faites toutes ces choses, le test de moyen Medicare, si vous faites toutes ces choses, tout ce que vous faites, c'est atteindre un équilibre primaire. Ce que cela signifie, c'est que vous stabilisez la dette par rapport au PIB. Vous augmentez toujours en fait votre dette, vous l'augmentez toujours en fait parce que cela exclut les coûts d'intérêt qui au fait, la facture d'intérêt cette année est plus grande que chaque ligne budgétaire sauf la sécurité sociale. Elle est plus grande que les dépenses de défense, plus grande que Medicare. Je veux parler d'eux. Pourquoi vous êtes ici? Super. Et où est la tenure, Paul? Tu as raison. Toutes ces choses vont se réaliser. C'est exactement ce que Peter Schiff prédit. Le bilan de la Fed va exploser. La dette va exploser. Les déficits vont exploser. Tout comme ils l'ont fait de 2007 à 2024. Rappelez-vous, nous avons ajouté 25 trillions de dollars de dette. Et où en est le trading à 10 ans? Exactement la même chose, avec les fonds fédéraux au même niveau. Comment est-ce possible? Cela nous amène à la prochaine partie de la vidéo, où je vais expliquer pourquoi l'offre de bons du Trésor n'impacte pas vraiment la demande de la manière dont on pourrait le penser. Ici, c'est Robinhood et cette conférence. Mais avant de faire cela, est-ce que, étant donné tout ce que vous dites, vous êtes en train d'acheter de l'or et du Bitcoin et de vous cacher quelque part? Je pense que tous les chemins mènent à l'inflation. Nous allons finir par là. Si vous, donc, Tous les chemins mènent-ils à l'inflation? L'or est-il un bon investissement? Le Bitcoin est-il un bon investissement?
Je suis long sur l'or, je suis long sur le Bitcoin. Je pense que les matières premières sont tellement ridiculement sous-détenues. Je suis long sur les matières premières. Je pense que la plupart des jeunes trouvent leur protection contre l'inflation via le Nasdaq. Cela a également été formidable. C'est probablement une combinaison de plusieurs choses. J'ai probablement un panier d'or, de Bitcoin, de matières premières, de Nasdaq, quelque chose comme ça. Et je ne détiendrai aucun revenu fixe. Si j'avais mon cash, ce serait pour très court terme. Le plan pour sortir de cela, on le voit actuellement au Japon. Ils ont une inflation de 2%, 30 points de base au jour le jour. Ils ne veulent pas augmenter les taux. Le plan pour sortir de cette situation est d'inflationner pour s'en sortir, d'imposer une petite taxe sur le consommateur et de maintenir les taux d'intérêt en dessous de l'inflation et des taux de croissance nominaux, des taux d'intérêt inférieurs à l'inflation et une croissance nominale au-dessus de cela, au-dessus de l'inflation. Et c'est ainsi que vous réduisez votre dette par rapport au PIB. Donc, vous allez avoir la Fed, il devrait être accommodant. Il devrait être facile. Vous voulez bien qu'il coupe. Donc je ne sais pas, c'est difficile de suivre ce que Paul dit ici. Ce qui... Cela me fait me demander quel est le véritable motif. Pourquoi est-ce difficile à suivre? Ce n'est pas parce qu'il parle d'une manière très complexe, mais parce qu'il se contredit, parce qu'il parle de la façon dont il ne veut pas augmenter les impôts, mais qu'il faut augmenter les impôts, et qu'il faudrait augmenter les impôts jusqu'à 49% de revenus pour ceux qui gagnent, disons, plus de 200 000 $, ou peu importe ce qu'ils pensent être le bon chiffre. Et nous devons augmenter toutes les taxes sur les salaires. Cela représenterait un danger pour pratiquement chaque Américain, peu importe votre tranche d'imposition. Et ensuite, nous devons faire toutes ces autres choses pour augmenter les impôts. Mais ensuite, il parle de la façon dont la Réserve fédérale devrait simplement utiliser la répression financière comme si les banques centrales pouvaient contrôler le taux d'inflation. C'est ironique qu'il évoque la Banque du Japon, car cela fait des décennies qu'ils essaient de créer de l'inflation. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Mais ensuite, il parle de ce que le gouvernement devrait faire ou de ce que la Réserve fédérale devrait faire, c'est-à-dire maintenir les taux en dessous du taux d'inflation. Donc, des taux réels négatifs et en dessous du taux du PIB nominal. Et donc, le PIB augmente, augmente et augmente. Théoriquement, les recettes fiscales augmentent également. Maintenant, le ferait-elle? Je ne sais pas. Cela dépend de ce que fait le marché boursier. Cela dépend de toutes ces choses que ces gars ignorent commodément. Cela ne signifie pas nécessairement que si le PIB nominal augmente, les recettes fiscales augmentent. C'est juste ce qu'il suppose. Mais en revenant à son modèle, disons qu'il faut augmenter le PIB nominal. Vous devez maintenir les taux d'intérêt inférieurs au PIB nominal. Ce qui se passe alors, c'est que le PIB nominal augmente si rapidement que vous pouvez alors réduire le ratio de la dette au PIB en supposant que la dette n'augmente pas au même rythme. C'est ce qu'il dit que la soi-disant solution serait. Donc, je ne comprends pas pourquoi, si nous allons faire cette répression financière, si c'est vraiment le seul moyen de sortir, alors pourquoi augmentons-nous les impôts, Paul? Pourquoi augmentons-nous les impôts sur les gens alors que la Réserve fédérale dit effectivement qu'elle va augmenter les impôts de chaque Américain en fonction de votre plan ou de votre soi-disant solution, parce que pour une raison quelconque, un ratio de la dette au PIB de 120% est un problème, mais un ratio de la dette au PIB de 80% n'est absolument pas un problème. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux revenir en arrière dans le temps. Parce qu'il est très important que nous réalisions A. À quel point Paul Tudor Jones est un gars intelligent, mais B. Nous devons reconnaître pourquoi il est si bon. Pourquoi est-il l'un des meilleurs traders de tous les temps? Pourquoi Stan Druckenmiller est-il l'un des meilleurs traders de tous les temps? Est-ce parce que leur taux de réussite, leur taux de précision, est d'environ 95%? Non. En fait, Stan Druckenmiller a admis de nombreuses fois qu'il est juste au-dessus de 50. Appelons cela 55%. Je n'ai pas entendu Paul Tudor Jones parler de cela spécifiquement, mais je pense qu'il serait dans le même camp. Alors que les gens supposent que, parce que ces gars-là ont connu le succès pendant si longtemps, chaque chose qui sort de leur bouche est exacte, et qu'ils connaissent le système monétaire mieux que tout le monde,
Non, 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 non. Ils n'ont raison que 55% du temps, ce qui les rend grands. Ce n'est pas leur précision dans leurs prédictions, c'est leur gestion des risques et c'est leur asymétrie. C'est ce qui les rend grands, ce n'est pas le fait qu'ils aient 100% des choses justes, ils n'ont à peine que 55% de bonnes réponses, ou excusez-moi, 50%. C'est... Mais si vous lancez une pièce, obtenez, face, la moitié du temps. Et si vous avez une très bonne gestion des risques et que vous faites des paris asymétriques, vous allez être vraiment, vraiment, vraiment bon, même si votre taux de réussite n'est que de 50%. Mais sur cette note, revenons à, laissez-moi, changer le partage d'écran. Et faisons l'écran entier. Je veux aller à un PDF. Et je pense que vous allez apprécier ça. Josh, peux-tu voir ce PDF? Nous allons supposer que nous pouvons. D'accord, ceci provient des livres Market Wizards de 1989. 1989. Et qui pensez-vous était l'un des meilleurs traders en 1989? Vous l'avez deviné, Paul Tudor Jones. Donc ici, il parle de réaliser d'énormes profits lors du crack du 19 octobre 87. Et dans sa réponse à Jack Schwager, qui est l'auteur et celui qui réalise toutes ces interviews, Paul Tudor Jones dit « Je sais en étudiant l'histoire que le crédit finit par tuer toutes les grandes sociétés qui empruntent de la dette. Nous avons essentiellement sorti notre carte American Express et dit que nous allons passer un bon moment. Reagan s'est assuré que l'économie serait florissante pendant son mandat en empruntant pour accéder à la prospérité. Nous avons emprunté contre l'avenir et bientôt, nous devrons payer. Jack Schwager, blâmez-vous la situation actuelle sur le Reaganomics? Je pense que Reagan nous a tous fait nous sentir bien en tant que pays. C'était merveilleux. Mais en termes d'économie, il a été la plus grande catastrophe qui ait jamais frappé. Je pense qu'il nous a essentiellement dupés en nous promettant de réduire le déficit, puis il a ensuite engagé la plus grande frénésie de dépenses de l'histoire du pays. Je ne pense pas qu'un démocrate aurait pu s'en tirer parce que tout le monde aurait été vigilant face à un déficit de 150 à 180 milliards de dollars. Voyez-vous un moyen, retour à Jack Schwager, voyez-vous un moyen de résoudre notre problème actuel? C'est ce qui me fait si peur. Je ne vois aucun plan pour sortir de notre dilemme actuel. Peut-être que nous réagissons simplement au même type de cycles qui ont piégé la plupart des civilisations avancées, que ce soit les Romains, les Espagnols, les Français ou les Britanniques. Je pense que nous allons traverser une période de douleur. Nous allons réapprendre ce qu'est la discipline financière. De quoi parle-t-il ici? Il parle du fait que la dette du gouvernement est si élevée, que les déficits sont si énormes, que nous ne pourrons jamais rembourser notre dette. Et c'est un gros problème, parce que tôt ou tard, le marché des trésors va dire qu'il ne veut plus de nos trésors. Et nous allons arriver à un point où le Paul Tudor Jones de 2024 dirait que nous sommes fauchés, n'est-ce pas? Encore une fois, cela revient à cette émission. Nous émettons de plus en plus de dettes, mais personne ne veut acheter la dette et donc nous sommes fauchés. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser. Et donc, dit-il, nous devrons réaliser cette discipline financière. À l'époque, il parlait de réduire les dépenses. Aujourd'hui, il ne parle que d'augmenter les impôts.
Mais il dit que tout le monde doit être très vigilant à propos de ce déficit de 150 à 180 milliards de dollars qui semble mignon aujourd'hui, alors que notre déficit est quoi? 1, 2, 3 trillions de dollars. Et par tous les moyens, cela va augmenter. Je ne suis pas ici à dire que le déficit ne va pas augmenter ou que, vous savez, ils vont réaliser un excédent ou que la dette va d'une manière ou d'une autre diminuer. Si quoi que ce soit, je dis que cela va augmenter même plus que ce que dit Paul Tudor Jones. Mais il dit que ça va causer l'inflation. Pourquoi? Parce que la Fed va intervenir et acheter la dette car nous émettrons toute cette dette. Nous avons un déficit de 150 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 1,2 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars, peu importe ce que c'est. Par conséquent, vous allez devoir ressentir la douleur économique. C'est ce qu'il disait ici. Je pense que nous allons connaître une période de douleur, encore une fois, parce que le marché obligataire, le marché des trésors, va forcer la main du gouvernement. Ils vont devoir réduire les dépenses, ils vont devoir augmenter les impôts, ce qui va entraîner une contraction de l'économie. Et s'ils ne font pas cela, alors la Fed va intervenir et acheter la dette, ce qui va créer de l'inflation. C'est exactement ce qu'il dit aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'il disait en 1989. Maintenant, je ne suis pas ici à me moquer de Paul Tudor Jones. Et au fait, j'ai écouté tous ses livres des milliers de fois. Et Druckenmiller, il n'est pas dans ce livre. Il est dans un autre livre de Market Wizard. Il disait exactement la même chose sur la dette au début des années 90. Donc, évidemment, ils se sont trompés. Ce que nous devons faire, c'est dire pourquoi se sont-ils trompés? Et c'est ce qui me frustre chez Paul aujourd'hui, c'est que l'on pourrait penser que si vous aviez tort en 1989, vous vous assiériez là et diriez, d'accord, eh bien, peut-être que mes modèles n'étaient pas si bons. Peut-être que mes modèles sur les vigilantes de la dette, peut-être que je dois ajuster cela légèrement. Mais s'il est honnête, Andrew Sorkin, et je ne sais pas si c'est le cas, mais s'il l'est, alors vous devez vous demander pourquoi il n'a pas les moyens ou le manque d'ego, pour l'amour du ciel, juste pour revenir et ajuster les choses qu'il disait en 1989, ou au moins comprendre pourquoi il avait tort. La raison pour laquelle vous devez comprendre pourquoi vous aviez tort n'est pas de dire que les États-Unis n'auront jamais de problème de dette, parce que nous n'avons pas eu de problème de dette au cours des 2 ou 3 dernières décennies. Ce n'est pas ce que je dis. Mais pour prédire un problème de dette ou une crise de la dette à l'avenir, vous devez comprendre pourquoi vous vous êtes trompé au cours des 30 ou 40 dernières années. Abordons le sujet. Alors voyons, je vais, Josh, juste cacher ça rapidement ici. Je vais aller à ça et c'est super simple. J'utilise cela dans une présentation pour notre groupe de réflexion. Samedi, excusez-moi. Et c'est pourquoi nous n'avons pas de crise de la dette. C'est pourquoi nous n'avons pas de problème de dette. Ce qui est ironiquement le problème. C'est le problème. Parce que si ce que disait Paul Tudor Jones était vrai, ce serait fantastique, parce que cela mettrait une contrainte sur le véritable problème qui est la dépense publique, déformant l'économie. Mais ce qui se passe, c'est que les politiciens prennent conscience du fait qu'ils peuvent simplement continuer à dépenser, dépenser, dépenser et dépenser. Et ils se disent, attendez une minute ici, nous pouvons prendre la dette. Allons voir un graphique ici. Nous pouvons prendre la dette de 9 trillions en 2007 jusqu'à 35 trillions aujourd'hui. Et le Trésor à 10 ans se négocie au même rendement exact. Et élargissons, perspective, rendement du Trésor à 10 ans. Donc, en 2007, allons juste à septembre, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé leur dernier cycle de baisse. Avec 50 points de base,
Le Trésor à 10 ans se négociait à 4,58. C'était il y a 25 trillions de dollars de dette. En d'autres termes, l'offre de Trésor. Quel était le taux des fonds fédéraux? Pourriez-vous vous demander? 4,75. Aujourd'hui, les fonds de la Fed sont à 4,75. Ils viennent de les réduire de 50 points de base. La seule différence est qu'il y a 25 trillions de dollars de dettes supplémentaires ou d'offres de trésor. Et le trésor à 10 ans ne se négocie pas à 4,58 comme c'était le cas en septembre 2007. Il se négocie à 4,19. Plus bas. Comment est-ce possible? Si nous avons un problème d'émission, ce que suggère Paul Tudor Jones est que la solution consiste simplement à réduire la dette par rapport au PIB, afin que nous puissions dépenser de plus en plus de dépenses gouvernementales sans avoir à nous soucier des étrangers achetant notre dette ou quoi que ce soit d'autre. Alors, si c'est ce que vous prévoyez dans les 5 prochaines années, ça me va, je suis totalement ouvert à cela. Mais vous devez me dire spécifiquement pourquoi cela n'a pas été un problème depuis 2007 ou depuis 1989 jusqu'en 2024. Pourquoi cela n'a-t-il pas été un problème pendant 40 ans? Et si vous pouvez me dire pourquoi cela n'a pas été un problème, à part quelque chose de complètement ignorant, comme « Oh, les étrangers sont juste stupides. Oh, les étrangers, vous savez, quand ils se réveilleront et sentiront le café, alors ils vont réaliser qu'ils tiennent juste toutes ces patates chaudes que personne ne veut. » Non, ce n'est pas la réponse. La réponse réside dans la façon dont le système monétaire est mécaniquement configuré. C'est, malheureusement, pour faciliter cela. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Ce serait la meilleure chose pour les États-Unis. Mais malheureusement, la façon dont cela fonctionne, comme je l'ai dit plus tôt, et l'histoire nous l'enseigne, tout ce que vous avez à faire, si vous le souhaitez, c'est de regarder ces graphiques. Je veux dire, ce sont des graphiques Fred. N'importe qui peut les consulter. Regardez les taux d'intérêt sur le Trésor à 10 ans et voyez si vous pouvez percevoir une corrélation. Retournez à 1980, voyez si vous pouvez observer une corrélation quelconque entre le rendement du Trésor à 10 ans sur une longue période et le montant de la dette. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y a une légère corrélation ici, mais si vous regardez cela dans son ensemble, je veux dire, la corrélation serait bien en dessous d'un simple lancer de pièces. Et d'ailleurs, l'inflation serait la même chose. Si l'on considère les dépenses gouvernementales, alors nous devons nous demander pourquoi. Pourquoi Paul Tudor Jones avait-il tort de 1989 à 2024, 2024? Pourquoi le marché obligataire n'a-t-il pas explosé? Pourquoi le marché des trésors n'a-t-il pas contraint les dépenses gouvernementales? À mon avis, c'est la réponse. Je veux donc faire une expérience de pensée avec vous très rapidement. Supposons que vous êtes une institution financière en dehors des États-Unis. Vous êtes sur le marché de l'euro-dollar. Vous n'avez pratiquement aucune contrainte sur votre bilan, à part le risque, et vous pouvez emprunter une quantité illimitée de dollars s'il n'y a pas de contrainte de bilan. Alors la seule limite à la quantité de dollars que vous pouvez emprunter serait le risque de contrepartie, n'est-ce pas? Donc, supposons que le risque de contrepartie soit faible pour le moment. Donc, vous avez deux côtés de votre bilan. Vous avez le côté des passifs et le côté des actifs. Eh bien, le côté des passifs va être tous les dollars que vous empruntez, que ce soit d'un déposant ou d'une autre banque. Et gardons à l'esprit que ce ne sont vraiment pas des dollars. Ce sont des crédits libellés en dollars. Mais vous pouvez emprunter tous ces dollars et disons que vous pouvez fixer l'échéance de ce prêt. Et supposons simplement que vous pouvez emprunter une quantité illimitée de dollars pour 2 ans. Et ensuite, vous devez rembourser ce paiement dans 2 ans à celui auprès de qui vous empruntez. Mais vous pouvez emprunter à 3%, d'accord, cool. Et supposons juste un instant que vous puissiez acheter un bon du Trésor à 2 ans
avec la même échéance. Vous n'avez donc aucun risque de taux d'intérêt. Aucun. Parce que vous allez être payé dans 2 ans, le capital plus les 5% d'intérêt, et dans 2 ans, vous allez avoir le même jour, vous devrez effectuer ce même paiement à l'entité qui vous a prêté l'argent, mais vous n'aurez à leur payer que 3%. Aucun risque de change non plus, car nous empruntons en dollars et les bons du Trésor sont libellés en dollars. Donc, si vous pouvez emprunter une quantité illimitée d'argent pendant 2 ans à 3%, combien de bons du Trésor à 2 ans achèteriez-vous à 5%? Allons juste au chat. Les gars, si vous pouviez emprunter une quantité illimitée pendant 2 ans à 3%, combien de bons du Trésor achèteriez-vous à 5%? N'oubliez pas qu'il y a un écart de 2% là-dedans. Combien en achèteriez-vous? Voyons quelques-unes des réponses. Nous allons probablement obtenir la bonne réponse tout de suite. Ah, voilà, Nashville. Le facteur de Nashville donne la bonne réponse. David donne la bonne réponse. Vous en achèteriez 100%, à moins que vous ne détestiez l'argent, et dans ce cas, vous n'en achèteriez aucun. Mais la plupart des gens achèteraient chaque bon du Trésor à 2 ans qu'ils pourraient se procurer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent empocher cet écart de 2%. D'accord. Revenons donc à l'expérience de pensée. Merci à vous tous d'avoir participé. Mais, que diriez-vous si je vous disais que, au cours des 3 prochains jours, Janet Yellen était représentée par ce petit bâtiment du Trésor. Donc, Janet Yellen va émettre, disons, 3 trillions dans vos bons du Trésor. Et cela va être un choc pour le marché car il n'y a pas assez de liquidité pour absorber tout cela. Maintenant, il y a suffisamment de capacité de bilan, mais pas assez de liquidité parce que vous devez obtenir le prêt et tout l'argent et faire toutes ces choses, n'est-ce pas? Donc, si vous déversez, si vous étalez cela sur 30 jours, pas de problème. Vous le faites en 3 jours, d'accord, cela pourrait faire bouger le prix ou le rendement dans ce cas. Alors, supposons simplement que Janet Yellen déverse encore 3 trillions de dollars d'offres de bons du Trésor à 2 ans sur le marché. Et cela fait passer le taux d'intérêt de 5% à 7%. En d'autres termes, l'écart que vous réalisez passe de 2% à 4% parce que Janet Yellen doit émettre tant de bons du Trésor en raison de l'explosion des déficits. La dette explose. Les intérêts sur la dette sont plus élevés que les dépenses de défense. Ils sont plus élevés que les recettes fiscales. Mais l'écart que vous réalisez passe de 2% à 4%. Maintenant, combien en achèteriez-vous? Même réponse. Tous. Vous achèteriez tous, chacun, 2. Et si les taux d'intérêt augmentaient, vous achèteriez encore plus, si c'est possible, parce que cela rend simplement l'échange encore plus intéressant. Maintenant, que diriez-vous si je vous disais que le taux d'inflation aux États-Unis a atteint 5% selon l'indice des prix à la consommation? Que feriez-vous alors? Qui s'en soucie? Vous empochez des milliards, probablement des trillions, peut-être, de dollars dans cet écart. Vous vous souciez vraiment si l'IPC monte à 5% aux États-Unis? Que se passe-t-il si Yellen émet de plus en plus? Fantastique. C'est juste plus à acheter pour moi, ça. L'expérience de pensée simple que nous venons de faire est, à mon avis, l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis, la dette, peut atteindre 2,7 trillions de dollars lorsque Paul Tudor Jones prédisait exactement ce qu'il prédit aujourd'hui. Cela aurait été en 1989 et aujourd'hui, c'est 35 trillions de dollars. Mais le rendement des bons du Trésor à 10 ans, en fait, faisons un petit exercice. Revenons en arrière et regardons ce que c'était. Donc, à l'époque où Paul Tudor Jones
faisait ses prédictions originales, en 1989, le rendement des bons du Trésor à 10 ans se négociait à 7,84, avec une dette de 2,7 trillions de dollars. « 2,7 trillions. Ils émettent cela en un an maintenant. Nous avons environ 33 trillions de dollars de plus en dette. Et pourtant, le rendement des bons du Trésor à 10 ans se négocie à plus de 3%, soit 300 points de base de moins. Pas plus haut. Moins. Moins. Pas plus haut. Moins. Comment cela est-il même à peine possible si l'offre est le principal composant des rendements des bons du Trésor? La réponse est que ce n'est pas possible. La seule chose qui peut l'expliquer est cette expérience de pensée. Donc, si ce que je dis est vrai et que c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais eu de crise de la dette, eh bien, nous n'avons pas eu de crise de la dette, bien que toutes ces personnes l'aient prédit. Alors, vous devez vous demander, d'accord, si c'est vrai, comment cela va-t-il changer? Parce que si cela ne change pas, alors nous sommes dans ce monde pervers que je n'aime pas. Faites-moi confiance, c'est mauvais pour les États-Unis, car cela signifie que les politiciens peuvent simplement dépenser de plus en plus, ce qui rend l'économie de pire en pire, donc je n'aime pas ça. Mais la façon dont le système monétaire a été mis en place est telle que l'offre de bons du Trésor contrôle littéralement la demande. Donc, si l'offre augmente, la demande augmente également à cause de cela. Parce qu'il n'y a pas de limite sur le montant de dollars qui peut être créé sous forme de crédit en dehors des États-Unis pour acheter des bons du Trésor qui sont effectivement l'actif le plus sûr et le plus liquide du système financier. Donc, je ne dis pas, encore une fois, je veux être très clair qu'il n'y aura jamais de crise de la dette aux États-Unis. Il pourrait très bien y avoir une crise de la dette, mais pour qu'il y ait une crise de la dette aux États-Unis, cela doit changer. Cela signifiant que le système monétaire mondial doit changer. Et tant qu'il ne le fera pas, malheureusement, pour les États-Unis et pour les citoyens américains, nous n'aurons pas de crise de la dette. Et le principal enseignement de toute cette vidéo est de mettre en lumière, à travers Paul Tudor Jones, le problème avec ce récit. Parce que si nous continuons à perpétuer ce récit comme s'il allait y avoir une crise de la dette et que notre seul problème est que nous n'aurons pas assez de demandes pour notre dette, si nous continuons à promouvoir ce récit, nous ne résoudrons jamais, 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 jamais le problème. Et en fait, si nous parvenons à réduire la dette par rapport au PIB, cela ne fera qu'aggraver le problème. Parce que le problème, au bout du compte, et les dépenses gouvernementales qui déforment l'économie, rendent l'économie moins efficace et abaissent le niveau de vie des pauvres et de la classe moyenne. D'accord les gars, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté, le marché libre, le capitalisme et moins de dépenses gouvernementales. Oubliez les impôts, Paul. Oubliez les impôts, mec. Ouvre les yeux, mon ami. Ouvre les yeux. Les dépenses gouvernementales sont le problème. Tu ne peux pas sortir de cela par l'imposition, mon ami. À la prochaine vidéo.